Bien, on va demander à notre Benjamin de bien vouloir procéder à l'appel. Peut-être que, je ne sais pas s'il y a du public, mais on pourrait ouvrir, même s'il n'y en a pas, mais on va le faire quand même symboliquement. Mais alors, je vois qu'on me fait signe de là-haut parce que certains craignent les froidures, mais on est obligé, madame, 5 minutes pour acter le fait que ce soit une séance publique. Mais je vous promets, on referme tout de suite parce que notre sténo n'est pas en bas et a souhaité pour être là-haut, donc pour avoir une vue panoramique. Donc voilà, laissez entrouvert comme ça, c'est très bien, puis dans 5 minutes, vous fermerez. Voilà, monsieur le conseiller départemental du canton de l'Arbrel, Benjamin de notre assemblée, je vous... Merci Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous. Pascal Bay, Béatrice Berthoud, Jean-Jacques Brun, Pascal Chapeau, Colette Darphin, Sylvie Épinard, Evelyne Geoffrey, Claude Goua, Valérie Grillon, Christophe Guillotot, Christine Hernandez, Daniel Julien, Annick Lafay, Catherine Lotte, Philippe Marion, Bruno Pélachon, Daniel Pommeret, Frédéric Pranchéry, Martine Publier, Thomas Ravier, Mireille Simian, Michel Thien, Daniel Valero, Patrice Vercher, Christian Vivier-Merle. Voici pour l'appel, Monsieur le Président. Alors, vous savez que donc, la séance est ouverte, le quorum est atteint. Vous savez qu'on a maintenant une nouvelle procédure, c'est l'adoption du procès-verbal antérieur. Il a fait l'objet d'une interrogation des présidents de groupe et il n'y a pas eu, je dirais, de demande de modification. Est-ce que parmi vous, il y a une intervention, une demande de modification? S'il n'y en a pas, je vous propose qu'on adopte le procès-verbal tel qu'il vous a été adressé en l'état. On a une séance qui a 12 rapports, mais qui tournera surtout autour de notre préparation budgétaire et c'est Madame Publier, si je ne me trompe pas, qui doit commencer pour la politique d'éducation et d'attractivité, tablette 1.1, et pour la presse, c'est page 8. Merci, Monsieur le Président. Un dossier avec 2 axes. Une première convention de partenariat pour 2022 avec l'Association départementale du tourisme rural, ADTR, qu'on connaît sous le nom de Gîtes de France, dans le cadre de la politique touristique menée par le département, avec l'attribution d'une subvention de 40 000 €. Et puis le deuxième axe, une nouvelle convention 2022-2024 avec l'établissement public à caractère industriel et commercial, EPIC, connu sous le nom de Maison départementale Rhône Tourisme, fixant les modalités de versement de 2022. Donc la première convention avec l'Association départementale du tourisme rural, l'ADTR, qui regroupe 600 structures sur l'ensemble du territoire, dotées d'une centrale de réservation. Je tiens à signaler également que quand le département du Rhône a lancé sa place de marché, qui permet à chaque structure touristique de mettre un règlement en place direct et sans commission sur leur site internet, Gîtes de France était le premier à le souscrire avec le département pour tous les membres de Gîtes de France. Dans le prolongement de ce partenariat, une nouvelle convention est proposée autour de 4 missions: participer au développement d'une économie touristique de proximité, contribuer à la promotion touristique du Rhône, accompagner les actions menées par l'EPIC, Maison départementale du Rhône, et bien sûr développer la réservation et la commercialisation en ligne. Voici pour le premier axe de ce rapport. Deuxième axe, la convention avec l'établissement public à caractère industriel et commercial, Maison départementale Rhône Tourisme. Cette nouvelle convention, il y a eu une modification par rapport à la précédente pour nous permettre, avec la modification de l'article 8, de permettre de verser 50% de la subvention qui avait été allouée par le département l'année précédente, soit 126 350 € par an à l'EPIC dès le mois de janvier. Ceci afin de pouvoir financer les salaires en attendant le vote du budget et la totalité de la subvention à l'EPIC. Donc vous êtes invités à vouloir délibérer sur ce rapport et approuver la convention, la DTR, qui est jointe à ce rapport, et d'approuver la nouvelle convention à l'EPIC, Maison départementale Rhône Tourisme, annexée également au rapport.
vice-présidente. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport tel que vous a été présenté aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. On change de commission, c'est ressources, finances et développement. C'est moi qui vous présente le rapport suivant. Ce sont des remplacements qui ont été validés dans des structures extérieures qui ont été validées en conférence de présidents. Il y a juste une modification d'écriture pour nos services, pour M. Ponchieri. Il ne devient pas seulement titulaire, mais il est au conseil d'administration, ce qui est un étage au-dessus. Donc c'est double tournée, monsieur le maire de Belleville. Donc, un cadeau que me fait Bruno. Avec plaisir. Après cette modification, je mets donc il y a donc pardon, c'est Madame Chapeau qui prend le relais sur cette commission, la tablette 2.2, page 7 pour la presse. Recours au vote électronique pour Merci, les Monsieur le instances. Président. Donc, le rapport a pour objet de soumettre à votre approbation le principe du recours au vote électronique pour les prochaines élections professionnelles des représentants du personnel qui doivent se tenir le 8 décembre 2022. L'incidence financière de ce rapport est estimée à 30 000 €. Donc, avec le retour d'expérience des élections professionnelles du 6 décembre 2018, des points d'amélioration identifiés, il apparaît aujourd'hui opportun de proposer le recours au vote électronique. Donc, des retours d'expérience, ces problèmes et difficultés rencontrés lors de ces élections, donc un déplacement nécessaire sur le site de vote unique à Lyon, représentant une contrainte pour nos agents les plus éloignés, une logistique compliquée, un comptage et recomptage manuel de plusieurs heures, une répartition des sièges manuels, tout comme les procès-verbaux. Les opérations de vote sont concentrées sur une seule journée. Donc, toutes ces difficultés nous poussent à solliciter l'organisation des élections par voie dématérialisée et uniquement par cette voie. Le périmètre des élections, donc 5 scrutins. Le comité social territorial qui remplace l'actuel comité technique et comité d'hygiène et sécurité et conditions de travail. Les commissions administratives paritaires, donc une par catégorie hiérarchique. La commission consultative paritaire. Les avantages du vote électronique, c'est un taux de participation plus important, entre 59 et 69% de participation. Le taux pour indication de participation aux élections de 2018 était de 54%. Un vote accessible en tout lieu, de chez soi ou du bureau, et sur tous les supports, ordinateur, téléphone et tablette. Un vote dont le scrutin peut être ouvert durant 8 jours, contre un seul jour en cas de vote matérialisé. Sur les points de vigilance identifiés, donc une vigilance accrue sera portée sur le matériel informatique mis à disposition des agents. Une identification des agents pouvant avoir des difficultés avec l'outil informatique sera réalisée. Afin d'aider ces derniers, nous mettrons en place un réseau d'entraide avec des personnes référentes qui seront formées au préalable au système de vote et la sécurité des opérations de vote. Au niveau impact financier, donc l'impact est estimé à 30 000 € et comprend l'intégralité du processus de la mise en place du système de vote jusqu'à la proclamation des résultats et la rédaction des procès-verbaux et passant par l'envoi des listes de candidats aux professions de foi. Donc, il est proposé d'approuver le recours au vote électronique, d'autoriser la recherche d'un partenaire pour la mise en place d'un vote électronique et d'autoriser la recherche d'un prestataire dans le cadre de l'expertise destinée à vérifier que les garanties de sécurité sont présentes. Merci, Madame Robert. Peut-être aussi dire que c'est un travail collaboratif qui a été fait aussi en amont avec les syndicats. On remercie les RH qui y passent beaucoup de temps, mais en fait, quelque part, on est dans une modernité du mode électoral. Certains qui sont peut-être militants ici ont déjà voté dans leurs instances politiques par Internet, et c'est aujourd'hui quelque chose qui permet, je dirais, qui va plus vite en termes de comptage le soir du dépouillement ou au moment du dépouillement, mais ici qui permet un plus grand nombre. Et on passe d'une journée figée à 8 jours. Je sais que la commune de Chazay est déjà très avancée, c'est quasiment pilote dans le département, c'est même la seule. Peut-être que ça pourra se donner, je dirais, des envies ou des possibilités à d'autres, mais pour ça, il faudrait que ça dépend du gouvernement de le proposer, de le mettre en place. Mais en tout cas, je crois que c'est quelque chose, je dirais, de contemporain. Donc, sur l'ensemble de ces deux rapports de cette commission, est-ce qu'il y a des interventions, pas de commission?
On n'est pas en CP, on les vote un par un, pardon. S'il y a des interventions, pas d'intervention est adoptée, à l'unité, je vous en remercie. Alors, on en passe, je dirais, au sujet important de notre séance, et c'est Patrice Vercher, en binôme avec Madame Épinot, ou c'est Madame Épinot en binôme avec Monsieur Vercher, pardon, de cette digression du savoir-vivre, qui vont vous présenter notre vision, nos perspectives. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'on est dans une vision de ce que sera notre mandat, mais peut-être même au-delà de notre mandat. On a eu un mandat plutôt, je dirais un premier mandat où on était dans l'organisation, la réorganisation, et là, on est conscient, on sera plutôt dans un mandat de construction. On vient d'en parler pendant un grand moment à la fin de notre commission permanente tout à l'heure sur des sujets lourds. Le plan collège, c'est quand même 55 millions, mais il y a tout ce qu'il y a à côté, l'entretien, je dirais, au quotidien des collèges. Mais il y a le dossier route, cher à M. Vercher, avec des projets sur les territoires qui sont importants, mais aussi dans ce volet route, il y a aussi, avant la route ou à la fin de la route, c'est-à-dire un pont pour aller dans le département d'à côté. Et on a deux sujets importants, hein, c'est Condrieu d'à côté, qui va prendre une nouvelle dimension à partir du 1er février, qui a une réduction du tonnage à 3,5 tonnes, mais sur lequel on va aller sur des travaux qui sont assez importants. Dans ce malheur, on partage, j'irai avec nos collègues de l'Isère, mais il y a l'avancée du sujet de Belleville. On a déjà fait une première série, mais peut-être... Et puis, voilà, donc c'est puis on n'est pas aussi à l'abri de changements qui pourraient être mis en place dans quelques mois par un nouveau gouvernement, une nouvelle... On a dans quelques jours un scrutin deux scrutins nationaux qui peuvent entraîner une division. Et simplement aujourd'hui, il y a quelque chose que l'on ne maîtrise pas, c'est le social. C'est le social avec un RSA qui peut repartir comme il était parti dans la première crise Covid. Et puis beaucoup de choses évoluent, l'allongement de la vie, le monde du handicap qui très naturellement, et c'est très bien ainsi, il vit plus longtemps, et puis on nous a demandé aussi une contribution forte sur la crise Covid, hein, c'est quand même presque 20 millions aujourd'hui, on ne sait pas du tout combien de temps la chose va encore durer, donc c'est des choses qui peuvent aussi modifier cette vision prospective qu'on a. Voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui ont contribué, bien sûr les services financiers autour de Mme Enta, mais tous ceux qui ont été, je dirais, les plots, les discussions, les préparations, les visions. Merci aux deux vice-présidents et tous ceux qui ont délégation et tous ceux qui ont amené leur vision aussi, et les présidents de groupe et quasiment toute l'Assemblée. À travers vous, M. Martineau, c'est tout le département dans ses collaborateurs qu'il faut remercier dans cette souhait de cette évolution, même si parfois on rend compte des petits cailloux sur les territoires. N'est-ce pas, monsieur le maire de Lima, mais les petits cailloux, c'est fait pour être pris avec une pince à épiler et de les jeter à l'extérieur de la chaussure. Voilà. Monsieur Vercher ou Madame Épinot, je ne sais pas qui commence, c'est vous, Madame Épinot? Non. C'est le monsieur qui commence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, comme vous venez de le dire, nous allons aborder et discuter, mes chers collègues, de notre premier débat d'orientation budgétaire de cette nouvelle mandature. Monsieur le Président, vous l'avez dit, ce premier DOB de cette mandature est sûrement bien différent du premier DOB de la précédente mandature, où la santé financière du département était aussi différente de celle d'aujourd'hui, avec le poids que représentaient les emprunts toxiques, mais avec l'ensemble de la majorité départementale, vous avez su redresser la barre, ce qui rend l'exercice de présentation de ce premier DOB beaucoup plus aisé, même si la vigilance et la bonne gestion de nos finances restent particulièrement prégnants. N'oublions pas non plus qu'il y a 7 ans, vous l'avez rappelé, nous étions et vous étiez sur un nouveau périmètre départemental qui avait nécessité une réorganisation importante des services et des politiques départementales. Avant de rentrer pleinement dans la présentation, permettez-moi de faire un bref rappel des objectifs du DOB. Donc, la présentation de ce rapport sur les orientations budgétaires est pour les collectivités territoriales la première étape de tout nouveau cycle budgétaire. Cette étape est expressément prévue dans le Code général des collectivités territoriales qui précise que cette présentation doit donner lieu à un débat. À la suite de cette étape, interviennent le vote du budget dans quelques semaines, puis le cas échéant, l'adoption d'un budget supplémentaire et de décisions modificatives
dans cette collectivité, nous avons plus l'habitude de faire des décisions modificatives que d'un budget supplémentaire. Non, on n'est pas à l'abri peut-être d'en faire un suivant le contexte. Et enfin, le vote du compte de gestion du comptable public et le vote du compte administratif qui referment le cycle budgétaire débuté donc par le DOB. Les orientations budgétaires dont il nous appartient aujourd'hui de débattre s'articulent autour de 5 piliers fondamentaux qui serviront à bâtir le budget primitif. Une stratégie financière forte, intégrant les évolutions du financement des départements et le contexte national, sera le premier pilier de ces orientations budgétaires. Sur la diapo numéro 2, qui vous est retransmise, il s'agit donc pour le département de prendre dans ce premier pilier en considération le remplacement progressif au cours des précédentes années de recettes fiscales traditionnelles sur lesquelles il disposait et nous disposions d'un pouvoir de taux par des produits de fiscalité nationale transférés, notamment la TVA. La part des ressources fiscales directes, qui figure en bleu sur la diapositive, a été plus que divisée par 2 entre 2020 et 2022. C'est très flagrant. À l'inverse, les recettes issues de la fiscalité transférée sont devenues la première recette fiscale du département. Ce nouveau modèle de financement est lourd de conséquences puisqu'il entraîne une perte d'autonomie fiscale des départements, survenue avec la réforme donc, de la fiscalité locale, qui acte la suppression totale de la taxe d'habitation pour nos concitoyens. Et cela engendre une perte de pouvoir de taux et donc d'autonomie fiscale. Je rappelle que le précédent mandat n'avait pas vu une augmentation des taux également. Hein. Ça, c'est important. Donc, il y a donc aujourd'hui une perte de connexion entre les recettes transférées aux départements et les territoires de ces derniers, de sorte que les évolutions démographiques, et cela a été rappelé puisqu'on a eu un débat précédemment, et le dynamisme économique des territoires ne sont plus pris en considération. Et c'est vrai que nous étions, et nous sommes toujours, un territoire très attractif. On l'a vu dans les dernières données INSEE, il y a une augmentation de la population, et malheureusement, jusqu'à présent, nous avions la possibilité d'avoir des recettes dynamiques sans augmentation de taux, et aujourd'hui, eh bien, on est dépendant des dotations de l'État. Cela engendre donc une fragilisation des ressources des départements liée à la dépendance des produits de fiscalité transférés à la conjoncture économique. Nous percevons donc aujourd'hui une part de TVA en contrepartie de la perte de la taxe foncière sur le foncier bâti. Le risque est avéré, en cas de crise économique, d'exposition des départements, et dont le nôtre, à des effets ciseaux générés par une augmentation des dépenses de solidarité, comme vient de le dire le Président. Ou également, comme ça a été dit aussi précédemment, par des choix politiques, avec des modifications des modes de calcul de compensation. On l'a déjà vu en 2020, dans le cadre du vote à l'Assemblée nationale de la loi de finances 2021, où il y a eu une volonté de remodifier les modes d'attribution et de calcul sur les TVA qui revenaient au département. Donc on n'est pas à l'abri, avec les élections présidentielles et les élections législatives, de nouvelles politiques qui pourraient nous amener à peut-être revoir un peu nos perspectives au regard des recettes qui nous seraient attribuées par des dotations d'État. Il y a donc lieu d'estimer prudemment les recettes et d'envisager la possibilité offerte au département depuis le 1er janvier dernier de mettre en réserve une partie des recettes attachées aux droits de mutation à titre onéreux qui, grâce au dynamisme du département, est plutôt une bonne nouvelle que nous avons eue en ce début d'année. Et je laisse poursuivre ma collègue Sylvie Épinat, vice-présidente, qui a fait un gros travail également sur le DOB. Merci. Oui, les éléments de contexte qui viennent de vous être présentés et qui participeront à la construction de notre budget 2022 conduisent le département à orienter sa gestion financière selon les 3 lignes directrices, et vous les voyez sur le slide. Ces lignes directrices, propres à la collectivité, sont indispensables à la poursuite d'un plan ambitieux d'investissement. Elles sont le gage d'une gestion rigoureuse des deniers publics. La première ligne directrice de cette gestion financière consiste à accorder la priorité au financement des équipements indispensables au développement du Rhône et au bien-être des Rhodaniens. La deuxième ligne directrice de cette gestion consiste à faire porter les efforts sur la section de fonctionnement,
dans le but de préserver un autofinancement suffisant. Elle implique pour cela la mise en place d'une démarche de performance permettant d'évaluer les dispositifs départementaux et de ne conserver que les dispositifs à fort impact pour les Rhodaniens. La troisième ligne directrice consiste à poursuivre la trajectoire de désendettement engagée sous le précédent mandat en limitant le recours à de nouveaux emprunts. Patrice, tu parlais tout à l'heure des différents piliers. Le deuxième pilier des orientations budgétaires est d'arrêter les prévisions de recettes dans le cadre d'une prospective prudente. Comme le montre la diapositive projetée, les recettes de fiscalité transférées sont estimées en 2022 à 111,4 millions, alors que les produits de fiscalité indirecte sont évalués à 103 millions d'euros, et ceux de la fiscalité directe sont anticipés à 43,6 millions d'euros. Le principe de précaution recommande ainsi d'évaluer à 90 millions d'euros le montant des DMTO à percevoir en 2022, compte tenu du durcissement des conditions des prêts immobiliers et de la hausse des taux d'intérêt prévisibles. D'anticiper une baisse de 5% de la contribution de la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, liée aux effets différés de la crise sanitaire. De prévoir une augmentation limitée de la TVA transférée. S'agissant des prévisions relatives aux dotations de l'État, la dotation globale de fonctionnement DGF devrait poursuivre en 2022 sa lente décrue. Son produit pour 2022 est estimé à 48,3 millions d'euros. Par ailleurs, il ne paraît pas nécessaire d'anticiper, en l'état de nos connaissances, une réactivation sur l'exercice 2022 de plusieurs éléments. Premièrement, des contrats de maîtrise et d'évolution de la dépense publique locale, ce qu'on appelle les contrats de Cahors, soumettant les collectivités territoriales à des pénalités financières en cas d'évolution de leurs dépenses de fonctionnement au-delà des taux fixés par l'État. Deuxièmement, des dispositifs pénalisant pour les collectivités territoriales de contribution au redressement des comptes publics par voie de baisse de leur dotation globale de fonctionnement. Le troisième pilier de nos orientations budgétaires est une refonte de la structuration des politiques publiques. Il s'agit, avec ce pilier, d'améliorer la traduction des engagements politiques de la collectivité, ainsi de doter celle-ci d'un outil efficient permettant d'orienter les choix au regard des enjeux. Les nouvelles politiques traduisant les engagements de la majorité départementale ont été définies. Ces 12 politiques composent désormais le budget départemental et illustrent la mise en œuvre des compétences départementales. Voici à présent les orientations majeures des dépenses de fonctionnement pour lesquelles la maîtrise de la trajectoire est en enjeu pour garantir un autofinancement. Pour les politiques de solidarité, les grandes orientations en termes de dépenses de fonctionnement sont un taux directeur de plus 0,5% du financement aux établissements d'accueil des personnes âgées et handicapées, une prise en compte du Ségur de la santé, dont le coût de 2 millions d'euros est compensé par des recettes de l'État, le déploiement de la stratégie départementale pour l'enfance et la famille, dont le coût est estimé à 2 millions d'euros et cofinancé par l'État pour 1,3 million d'euros. Une allocation RSA
projetés à la baisse. En ce qui concerne les grandes orientations des politiques d'éducation et d'attractivité, nous prévoyons un contexte général d'augmentation des dépenses de fonctionnement des collèges, le soutien au secteur sportif, la relance de la fréquentation du musée après la période de crise sanitaire, le déploiement de l'EPIC Maison départementale Rhône Tourisme en année pleine, la préparation du nouveau schéma de développement artistique. Pour les politiques territoriales, les orientations que nous prévoyons sont le maintien des engagements aux côtés des acteurs agricoles et le programme alimentaire de territoire Cultivons notre alimentation. La réforme des fonds européens, LEADER, FEDER, à prendre en compte. Une poursuite du financement des études dans le cadre du SAGE et du schéma des espaces naturels sensibles. De plus, un effort financier sur l'entretien du réseau routier est prévu. Enfin, concernant les finances, les ressources et le développement durable, l'application de la nouvelle convention avec le SDMIS est de son taux de plus de 1%. Une hausse des dépenses dans la politique de transformation numérique pour répondre aux enjeux de services aux usagers, de dématérialisation et de cybersécurité. Le maintien des fonds de réserve et de solidarité pour 2022, le maintien de la trajectoire de désendettement de la collectivité et une stabilité du budget ressources humaines. Les orientations budgétaires ont également donc un quatrième pilier qui est la priorité qui sera donnée au financement des équipements stratégiques indispensables aux Rhodaniens. Il y a tout d'abord le plan Collège Neuf 2025, estimé à 55 millions d'euros, qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille, bien entendu, mais il y a une volonté, et cette volonté est affirmée à nouveau sur ce budget, et on voit bien là que le département, bien entendu, fait ses choix, et des choix assumés. Et je le dis pour Michel Thien, avec tout le soutien qu'on lui apporte. Multiplier également par 2 d'ici 2027 le budget consacré à l'entretien du réseau routier. Nous voyons dans ce DOB la promesse qui est tenue d'aboutir à la fin de notre mandat à la multiplication par 2 du budget qui était consacré aux routes lors de la précédente mandature. Ces dépenses étant réparties entre l'investissement pour la maintenance lourde et le fonctionnement, avec, comme l'a rappelé le président, des investissements très important, en premier lieu celui du pont de Condrieu, puis celui du pont de Belleville, mais aussi celui du pont de Franc. Donc ce sont des investissements qui sont lourds, fort heureusement partagés avec les départements limitrophes, que sont l'Ain pour les 2 Belleville et Franc, et l'Isère pour celui de Condrieu. Et nous espérons bien, Monsieur le Président, pouvoir négocier et obtenir une aide de la région qui viendra diminuer, bien entendu, ce financement. Ensuite, le partenariat territorial, là aussi, une politique qui ne fait pas partie des politiques obligatoires du département, mais qui est maintenue avec un accompagnement au projet des communes et des intercommunalités estimé à 14 millions d'euros. Nous tenons à préciser que cela a toujours été fait, c'est une tradition dans ce département. Cela avait été maintenu lors du précédent mandat également, et là aussi c'est maintenu, et c'est une politique chère à Bruno Pellachon. La livraison de l'antenne départementale de Villefranche-sur-Saône, bien entendu. Ensuite, l'élaboration de la stratégie patrimoniale à partir de diagnostics en vue d'améliorer le bilan énergétique des bâtiments départementaux. En effet, cette année, et dans le budget, sera prévu beaucoup de diagnostics en prévision de travaux lourds dans nos bâtiments départementaux, afin notamment d'avoir des coûts inférieurs, notamment au niveau de l'utilisation des énergies, puisque tout le monde subit également les hausses constantes et importantes des énergies. Mais pour cela, préalablement,
il faut faire des diagnostics qui nous permettront sûrement demain d'obtenir aussi des financements, comme vous le faites tous dans vos collectivités respectives. Sur le slide suivant, nous vous montrons que la priorité donnée aux dépenses d'équipement ne remet pas en cause la trajectoire de désendettement poursuivie par le département. Cette trajectoire de désendettement a été initiée en 2016, comme le démontrent les développements consacrés à la dette départementale qui figurent dans le rapport qui vous a été transmis. Ainsi, au 31 décembre 2021, l'encours, net de l'aide du Fonds de soutien des emprunts à risque, de la dette de la collectivité, s'élevait à la somme de 296 millions d'euros, en réduction de 31,8 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2020, le département n'ayant pas fait appel à l'emprunt en 2021. Pour l'exercice 2022, l'orientation est de limiter le recours à de nouveaux emprunts à hauteur de 25 millions d'euros. L'amortissement de la dette en 2022 étant prévu à hauteur de 30,9 millions d'euros. La souscription d'un nouvel emprunt de 25 millions d'euros permettrait de poursuivre la trajectoire de désendettement qui vient d'être évoquée. Le cinquième pilier et dernier pilier de nos orientations budgétaires sont des lignes directrices de gestion claires et ambitieuses en matière de ressources humaines. Le rapport qui a été transmis contient toutes les informations requises par les textes en ce qui concerne ses effectifs, ses dépenses de personnel et le temps de travail de ses agents. Les développements correspondants montrent la volonté de la collectivité de valoriser et de fidéliser ses collaborateurs, sans pour autant renoncer à une logique de maîtrise des dépenses. En pratique, l'ambition est de continuer à investir dans l'emploi pérenne, au détriment du recours à l'emploi temporaire, pour permettre aux services d'accomplir les projets de la collectivité et offrir un service de qualité aux usagers. D'œuvrer à faire du potentiel de chacun un accélérateur de performance pour la collectivité, en anticipant l'évolution des compétences et en fidélisant les talents et en s'attachant à promouvoir l'égalité femmes-hommes. Tels sont, mes chers collègues, les points saillants de ce rapport sur les orientations budgétaires pour l'exercice 2022. Bien entendu, vous avez eu le rapport, ses annexes, donc nous avons fait un résumé avec Sylvie de ce rapport et de ses annexes. Ce que je voudrais dire également, que c'est grâce à votre gestion rigoureuse, Monsieur le Président, et celle de la majorité de ces 6 dernières années, qu'avec la maîtrise des dépenses de fonctionnement, que nous pouvons aujourd'hui et demain assumer pleinement notre rôle de soutien auprès de nos partenaires que sont les communes et les intercommunalités du département. Cette bonne gestion nous permet également de pouvoir prévoir des investissements importants cette année et sur le mandat. Nous y reviendrons lors de la présentation du plan pluriannuel d'investissement que nous avons déjà travaillé tous ensemble la semaine dernière. Cette bonne gestion nous permet également, bien entendu, d'assumer pleinement l'ensemble de nos politiques obligatoires et complémentaires en direction de nos concitoyens, des plus jeunes aux plus âgés. Et vous me permettrez, au nom de moi-même et de Sylvie Épinat, de remercier, Monsieur le Président, comme vous l'avez fait, les services du département et notamment, en ce qui nous concerne, la direction des finances du département. Merci beaucoup, mes chers collègues, et nous sommes à votre écoute pour ce débat. Merci. Les remerciements, ce n'est pas ceux du Président. C'est le remerciement à tous les collègues de la majorité d'avant et celle de maintenant. Et vous l'avez souligné aussi, la trajectoire, parfois la vision et les conseils que nous apportent aussi les services que je voudrais remercier. On est dans une collectivité tout à fait particulière, la seule en France, qui a autant subi de métamorphoses, de changements. Le premier mandat a été, comme vous l'avez souligné, un mandat où il a fallu réorganiser, recaler, revoir, se repositionner sur les territoires. Ce mandat-là nous laisse un peu plus d'aisance, mais du coup,
nous fait avoir une prospective, et c'est ce que vous avez tous les deux développé devant nous. Ces prospectives pourront peut-être bouger, parce que parfois, vous le savez mieux que moi, le législateur peut être taquin. Il l'a été sur cette mandature, et je suis intimement convaincu que tous ces nombreux candidats qui sont déjà dans les starting blocks, peu seront à l'arrivée, auront, je dirais, leur envie d'amener leur pierre au changement, aux modifications. Espérons qu'elles ne soient pas trop impactantes pour les collectivités, dont de moins en moins de futurs députés seront issus. C'est l'ouvrage d'un drame électoral. En tout cas, merci à vous tous. Je vais peut-être proposer au président de groupe de s'exprimer, et tous ceux qui voudraient le faire après, sur un point particulier ou sur une intervention qui leur serait utile de faire partager, seraient les bienvenus dans le débat. Peut-être que c'est vous, Monsieur le Président Pommeret. Merci de votre intervention. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais féliciter les rédacteurs, vous-même en premier, et puis les rapporteurs de ce rapport d'orientation budgétaire qui introduit parfaitement ce débat et nous donne toutes les informations nécessaires. Comme il est légalement prévu, ce rapport doit nous situer dans un contexte national, bien entendu, dont on dépend, et puis ensuite les particularités de notre collectivité. Alors, nous avons bien compris qu'à travers ce rapport, notre collectivité souhaite à conjuguer à la fois une ambition réelle, mais aussi une prudence légitime. Et c'est pas toujours facile de se projeter, notamment sur plusieurs années, dans un contexte national qui est toujours fluctuant. Nous venons de vivre un quinquennat, puisqu'on arrive au terme d'un quinquennat présidentiel et gouvernemental, qui a impacté tout particulièrement nos budgets année après année. On peut rappeler, comme il a été fait, ne serait-ce que la suppression de nos ressources de taxes foncières, par exemple, remplacée par l'arrivée de la TVA, mais également dans d'autres domaines des changements dans les clauses de compétences de notre collectivité également, qui ont influé beaucoup le début de notre mandat. N'oublions pas la mobilité, le transport. Nous avons en permanence dû s'adapter, avec bien entendu le fait de résoudre localement le problème des emprunts toxiques structurés. Et c'est sûrement pas fini, puisque c'est rappelé dans le rapport, on est encore dans l'attente d'évolutions futures, ne serait-ce qu'en matière de RSA, par exemple, qui pourront éventuellement totalement transformer encore l'équilibre de notre budget. Alors, par rapport à ce rapport, je crois que le premier point dont il faut s'émouvoir, c'est en effet la perte d'autonomie fiscale des collectivités en général et de la nôtre en particulier. Le premier graphique qui montrait que les impôts directs passait dans nos recettes de 45% à 17%, remplacé par la TVA, bien entendu, mais que nous maîtrisons beaucoup moins, dénotait qu'on allait devoir faire, je crois que c'est ce qu'il faut retenir, on allait devoir faire durablement avec ce qu'on a. Et on allait difficilement pouvoir maîtriser des augmentations de recettes fiscales, avec un impact que beaucoup de collectivités connaissent maintenant, notamment les EPCI, on sont dans la même situation, c'est que nous n'avons plus aucun impôt émanant des habitants de notre territoire, que ce soit, alors quelle que soit leur attente, et surtout quelles que soient les conséquences de l'augmentation de la population, ne serait-ce par exemple qu'en matière de collège ou autre, nous n'avons plus de prise sur l'évolution démographique au niveau fiscal. C'est uniquement des impôts économiques que nous pouvons toucher et aussi des impôts indirects comme la DMTO. Donc je crois qu'il faut que notre collectivité soit consciente qu'il faut, en dehors de ses compétences bien sûr naturelles, privilégier essentiellement, pour préserver l'avenir, l'attractivité de notre territoire,
que nos DMTO, d'une manière moindre nos taxes d'aménagement et surtout le dynamisme économique nous fournissent des recettes pour l'avenir. Et quand on parle de dynamisme économique, on pense bien sûr aux zones économiques, au commerce, au tourisme et à toutes ces activités qui vont pouvoir renflouer chaque année et nous apporter les recettes nécessaires. Au niveau de la dette, nous avons bien noté que désormais, en dette nette, si j'ose dire, on est revenu au niveau de 2013. Et quand on sait où on était en 2015, c'est quand même une belle réussite et qu'aujourd'hui, on se retrouve à un niveau d'endettement qu'on va qualifier normal après 6 ans d'efforts. Alors nous partageons dans notre groupe totalement les lignes directrices de gestion financière. Tout d'abord, bien sûr, la priorité au financement des équipements indispensables. Je crois que ça, c'était évident et on l'a largement évoqué quand on évoquait les collèges. Le maintien du niveau d'autofinancement, je viens d'en parler, il faut pour cela qu'on ait des ressources suffisantes. Et puis, maîtriser, bien sûr, ses dépenses de fonctionnement. Quant à la trajectoire de désendettement, j'espère qu'elle sera compatible avec la première ligne directrice qui est la priorité aux équipements indispensables. Est-ce que nous devrons ou pas nous endetter pour réaliser tous nos projets? C'est une vraie question dans les années qui viennent et donc le désendettement des 6 dernières années, on va vraiment l'apprécier parce que nous n'étions plus en état de nous endetter et de souscrire des emprunts. Les lignes directrices en matière de ressources humaines, on les partage complètement. Ensuite, on rentre dans les différentes politiques qui ont été rappelées rapidement, mais qui sont très bien détaillées dans le rapport. Alors, il faut bien qu'on ait une petite inquiétude. Moi, on voudrait simplement exprimer une inquiétude peut-être sur les taux directeurs, notamment des personnes âgées, l'évolution des taux, parce que 0,5%, c'est beaucoup, compte tenu du budget, mais on sait aussi que sur le territoire, avec une inflation qu'on annonce presque à 4%, avec une pression sur les salaires qui représente une bonne partie aussi des charges de nos établissements, espérons que ce taux directeur tiendra et que nous ne serons pas confrontés avec des problèmes sur le territoire. Autrement, nous avons bien pris en compte l'effort attendu sur le réseau routier et sur la transition énergétique des bâtiments, et puis le maintien de nos politiques choisies qui sont totalement assumées, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, du partenariat territorial, de la culture ou du tourisme. Alors certes, le PPI, notre plan ou programme pluriannuel d'investissement n'est pas encore arrêté, mais nous l'avons largement abordé et prédéfini entre les collèges, entre les routes et les ouvrages d'art, et donc entre cette aide qu'il faut qu'on maintienne au développement économique, touristique de notre territoire, pour en maintenir l'attractivité. On s'aperçoit que ce projet, ces orientations budgétaires, je conclus comme j'ai commencé, sont à la fois ambitieuses mais sérieuses, donc on les soutient totalement. Merci, Monsieur le Président. À travers vous, c'est tous les membres de votre groupe que je remercie et que je salue aussi pour leur contribution et leur participation à la vie de cette belle Assemblée. Madame Berthoud, je crois que c'est vous qui parlez. Au nom du groupe de l'Union de la droite et du centre, donc Monsieur le Président, mes chers collègues, donc ce premier débat d'orientation budgétaire de la mandature nous donne l'occasion de poser les jalons de la ligne directrice que nous souhaitons adopter sur le plan des finances pour cette année 2022, certes, mais aussi avec responsabilité pour la suite du mandat. Car en effet, gouverner, c'est prévoir, et les débats d'orientation budgétaire doivent nous permettre de partager la vision qui nous anime dans la gestion de notre département, une vision qui s'inscrit dans la durée et dans l'anticipation, et pas uniquement à court terme. Car si le précédent mandat a été celui de la transition sur le nouveau périmètre départemental que vous avez largement rappelé, les uns et les autres, et auquel j'ai participé aussi, et de la stabilisation puis de la consolidation sur le plan budgétaire, ce mandat, celui qui s'ouvre aujourd'hui, sera un mandat de construction. Et je suis ravie, tout comme mes collègues, j'imagine, d'y participer, parce que c'est quand même plus facile de construire que de remettre les finances en état. En effet, la stratégie financière est aujourd'hui tracée et nous la poursuivrons. Gestion équilibrée des dépenses de fonctionnement, maîtrise de la dette, baisse de l'encours, vous l'avez vu, et amélioration de la capacité d'autofinancement.
Autant d'indicateurs de bonne santé financière d'une collectivité qui nous permettront d'assurer le financement des investissements inscrits dans la PPI, le déploiement de nouvelles politiques publiques et le maintien d'un niveau élevé de services pour chacun de nos territoires. Bien sûr, les solidarités forment le cœur des compétences des départements et nous renforcerons notre implication dans ces missions. C'est un gage de sécurité et de sérénité pour les Rhodaniens les plus fragiles, a fortiori avec la crise sanitaire que nous traversons. Nous faisons aussi le choix de consolider certaines compétences obligatoires et de poursuivre notre engagement aussi dans des politiques qui, si elles sont optionnelles par la loi, ne le sont pas à nos yeux ni pour les Rhodaniens. Pour citer certaines actions de manière non exhaustive, même si vous les avez déjà bien citées, on peut évoquer bien sûr la construction et la réhabilitation des collèges, si utile pour les familles, en particulier quand on est un département attractif, le redéploiement du budget voirie et la prise en compte de toutes les mobilités, la rénovation du musée de Saint-Romain-en-Galles, l'achèvement de l'installation de la fibre optique sur l'ensemble du Rhône, le maintien de notre partenariat bien sûr avec le monde agricole et la protection de nos ENS, la poursuite de notre soutien au secteur sportif et associatif, le développement d'actions en faveur de la jeunesse et sur le plan sécuritaire. Et bien sûr, le partenariat que vous avez tous évoqué et qui est particulièrement apprécié, le partenariat territorial pour accompagner financièrement les communes et les EPCI dans l'aménagement du territoire et la construction d'équipements indispensables au développement de notre département. Cependant, si nous pouvons envisager de mener à bien ce plan avec optimisme, c'est grâce aux efforts budgétaires consentis lors du précédent mandat sous l'impulsion du président Guillotot et de son exécutif. Il me semble important à mon tour de le rappeler car cela s'est fait dans un contexte de désengagement de l'État, vous l'avez tous rappelé aussi, et vous le savez, sans augmentation des impôts, et c'est heureux. Heureux car cela signifie que nous avons pu redresser la situation financière du département sans trop dépendre des recettes de fiscalité directe. Or aujourd'hui, nous n'en avons même plus la possibilité, comme vous venez de le rappeler. Dans ce contexte de forte pression démographique et foncière, avec la demande de services afférente, dans un contexte de crise sanitaire et d'incertitude économique, la perte d'autonomie fiscale des départements, contre leur avis, au profit d'une taxe plus volatile, doit nous maintenir en alerte, comme nous le partageons. Ça a été rappelé récemment, évidemment aussi. L'optimisme n'exclut donc pas la prudence et il conviendra de suivre également l'évolution de la loi 3DS et de ses conséquences pour notre collectivité. Pour conclure, chers collègues, nous sommes résolument tournés vers l'avenir avec détermination pour poursuivre tout au long du mandat le développement du département du Rhône en préservant la qualité de vie des Rhodaniens. Notre groupe soutient les orientations de ce rapport qui vont en ce sens et prend acte de la réalisation de ce débat d'orientation budgétaire. Si est-ce qu'il y a d'autres interventions à titre personnel? Peut-être deux mots, Monsieur le Président Pommeret, sur deux choses pour lesquelles je suis complètement d'accord avec vous. C'est quand vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'impôts levés directement dans la poche du contribuable et un membre de votre groupe me faisait remarquer il y a quelque temps que du coup, certaines ne se sentent plus concernées par les projets locaux, se sentent plus investis par les projets locaux. Mais à côté de ça, parfois, ça a un balancier de l'autre côté. Certains sont dans l'exigence, sont dans la défiance, sont dans le rejet et s'immiscent dans le débat de la démocratie, celle qui consiste à avoir des élus qui décident et que ce ne soit pas de la démocratie participative qui décide. On l'a vu sur des terrains en amont de Tarare, on l'a vu sur d'autres dossiers, j'ai vu que sur un problème de lotissement vers chez vous, il y avait une contestation, et on l'a aujourd'hui sur l'implantation d'un collège, et non seulement sur l'implantation d'un collège, mais sur le nom aussi du collège. Alors vous voyez, c'est une difficulté qu'aujourd'hui, ce plus contribuable est devenu... pour certains, un exigeur. Et c'est pour moi celui qui a été parlementaire, ce qui est élu depuis quelques années, une conception de la démocratie qui va devenir de plus en plus périlleuse, de plus en plus difficile. On le voit aujourd'hui, les terrains sont embouteillés.
Et même certains contestent aujourd'hui même l'élection de certains élus. Un de nos collègues ici en a été victime, je dirais, d'un espèce d'harceleur, mais qui vient pour la 5e ou 6e fois d'être condamné enfin lui-même, l'harceleur. Donc c'est ça, cette première difficulté, c'est aujourd'hui ces hommes et ces femmes qui, sous prétexte d'un groupuscule ou des réseaux sociaux, vont vous sortir des pétitions, des soutiens. Donc quand on les regarde bien, une bonne partie ne sont même pas du département. Voilà, ça c'est la première des choses. Et alors le désendettement, c'est un de vos deuxièmes sujets. Et ça, c'est un débat de fond que tous les élus ont eu depuis longtemps. Quelle est la nature d'un désendettement? Est-ce qu'il faut se désendetter pour emprunter moins ou moins cher? C'est un grand débat et je pense qu'on l'aura quand vous avez 100 d'endettement mais que vous rachetez pour 80 seulement. Je la fais simple et court. De tout savoir à combien on achète 80. En fait, c'est ça. Quand on s'est désendetté des emprunts toxiques, on a acheté peut-être cher. Je note qu'à l'époque, nos voisins de la ville de Lyon achetaient moins cher, mais c'était un autre débat. Mais on a eu raison, je crois, de se désendetter. Ça fera peut-être partie de ce qui nous reste en soulte, peut-être à revoir dans ce mandat. Moi, j'ai un vieil adage que disait ma grand-mère, il ne faut pas voir ce que ça coûte, il faut voir ce que ça rapporte. Et peut-être qu'on en reparlera. En tout cas, merci. Je voudrais que quelqu'un acquiesce le fait qu'on ait eu ce débat. M. Verchères, vous êtes d'accord? Vous avez eu le débat? Vous avez présenté? Oui, Monsieur le Président. Bon. Je peux peut-être rajouter sur une question. Déjà, sur le point qu'on a eu le débat, on est d'accord. Mais après, je vous l'ai dit, tout le monde peut s'exprimer. Et c'est bien légitime que le rapporteur général du budget, avant de changer de casquette pour un autre débat tout à l'heure. Bon, ça ne se fait pas de parler après le Président, mais le Président conclura quand même sur mes propos également. Mais pour rassurer, et c'est parce que c'était une bonne question également, l'intervention de Daniel Pommeret sur l'endettement justement, notre volonté, c'est bien sûr de continuer à nous désendetter, mais tout en nous permettant également d'emprunter à nouveau. L'idée, c'est de désendetter à un niveau X et de pouvoir emprunter un peu moins chaque année. Donc en fait, on a quand même une courbe de désendettement régulier que nous souhaitons avoir tout au long du mandat, si bien entendu les perspectives financières le permettront. Et ensuite, pour le coup, la législation, la réglementation permet parfois de bonnes choses. Depuis le 1er janvier, comme je l'ai dit, il y a une possibilité qui est offerte notamment aux départements, mais aux collectivités, de mettre en réserve une partie des recettes exceptionnelles. Ça paraît pas grand-chose comme mesure, mais en fait, c'est une mesure importante parce que, comme cette année, je l'ai dit, nous avons eu des DMTO très importantes par rapport aux prévisions. Eh bien, ça va nous permettre également de mettre en réserve pour les années un peu plus difficiles ou les années avec des investissements très lourds, mais on en reparlera dans la PPI. Mais l'idée, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est bien de continuer à se désendetter à un rythme qui permettra quand même des investissements importants tout au long de ce mandat. Et je voudrais remercier également donc, Daniel Pommeret pour son intervention et Béatrice également en tant que vice-présidente du groupe pour son intervention. Merci, Monsieur le Président. Avec un peu d'humour, la seule chose qui me gêne dans votre propos, c'est le mot, c'est la lettre X. Parce qu'après X, il ne reste plus grand-chose. Sauf pour les films. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Merci. Le débat ayant eu lieu, et Patrice Verchères m'ayant dit qu'il ait eu lieu, on passe au sujet suivant. C'est Patrice Verchères qui va changer de casquette et qui va nous parler de route. Oui, en effet, Monsieur le Président, mes chers collègues, comme à chaque fois, nous avons des sujets routes, et les sujets sont assez simples. Ce sont des rapports qui visent des interventions et des conventions d'aménagement. Donc nous avons une convention d'aménagement avec la communauté de communes Beaujolais-Pierre Doré, dont le président est parmi nous, et qui fixe les conditions de réalisation et d'aménagement de sécurité, notamment la réduction des vitesses au hameau d'Elbepierre sur la RD 96 à Vadouin, dans la traversée d'agglomération de Saint-Laurent-d'Ouin, mais il n'y a aucune incidence financière pour le département. Ensuite, nous avons la commune de Juliers, où nous vous proposons d'approuver un avenant à la convention que nous avions déjà passée avec Juliers,
et qui fixe des modifications apportées au projet afin de s'affranchir d'une problématique structurelle de la chaussée sur la RD 68 et à modifier en conséquence le montant de la participation du département. Alors là, il y a une petite incidence financière de 6 752 € supplémentaires par rapport aux 27 659 € qu'il y avait dans la convention. Ensuite, la commune de Haute-Rivoire, il vous est aussi proposé d'approuver une convention avec cette commune qui souhaite effectuer des travaux d'aménagement du centre-bourg qui visent à sécuriser la RD 81 dans sa traversée d'agglomération. Et il y aura une prise en charge par le département pour un montant forfaitaire de 30 418 €. Et vous avez à la fin, bien entendu, le récapitulatif de toutes les opérations de participation du département sur les travaux d'aménagement des routes départementales en agglomération. Merci, mesdames, messieurs. S'il n'y a pas d'intervention, je vous propose de mettre le rapport aux voix tel qu'il a été présenté par Patrice. Pas d'abstention, pas d'autres contre, il est adopté à l'unanimité. Pour le rapport suivant, je vais vous abandonner. Alors, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, qui ne participera ni au débat ni au vote sur ce rapport qui concerne la convention avec l'OPAC du Rhône pour l'offre nouvelle sur la période 2022-2026. Vous rappelez tout d'abord, chers collègues, le contexte avec un département qui contribue depuis déjà de nombreuses années au développement du logement social sur notre territoire en soutenant financièrement l'OPAC dans la programmation d'une offre nouvelle de logements sociaux. Alors depuis 2005, des conventions pluriannuelles se sont succédées. La dernière convention, la convention 2018-2021 a été signée avec un apport du département à hauteur de 1,5 million par an. Vous précisez également que depuis 2018, 1300 constructions de logements ont été lancées, dont 600 sont livrées à ce jour. Il vous est donc proposé de poursuivre ce partenariat afin de favoriser un aménagement cohérent de notre territoire en soutenant la production de logements sociaux. Cette convention permettra notamment de mieux répondre aux besoins locatifs sociaux des ménages rhodaniens. Alors on peut constater une demande en augmentation continue depuis 2013, avec un enjeu avant tout qui permettra de définir la volumétrie et de territorialiser le besoin en termes de logements sociaux. Il est à noter que 2 EPCI accueillent près de la moitié du parc social départemental, la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône, avec un peu plus de 7000 logements, et également la communauté de l'agglomération de l'Ouest rhodanien, avec un peu plus de 3000 logements. Il est noté que 7 752 demandes locatives sociales ont été enregistrées pour l'année 2019. C'est une augmentation de plus de 49% de la demande entre 2013 et 2019. Je voudrais ensuite évoquer ce projet de convention avec cette offre nouvelle pour la période 2022-2026. Donc, sur une approche territoriale, l'OPAC du Rhône met en œuvre une politique de développement d'une offre nouvelle, volontariste, en complète adéquation avec les besoins de chaque EPCI et de chaque commune, aussi bien sur les secteurs tendus de la périphérie, en périphérie de l'agglomération lyonnaise, mais également sur des opérations en centre-bourg, sur les communautés plus rurales, les communes plus rurales. En outre, l'OPAC du Rhône mène également une politique de renouvellement patrimonial, tant sur les sites éligibles ou des dispositifs en rue que sur les secteurs détendus. Il faut également noter que depuis 2010, l'OPAC du Rhône construit environ 20% de ses logements, conformément à la charte Rhône Plus, vivre chez soi, pour répondre aux besoins croissants des aînés, tant en milieu urbain que rural. Enfin, sur l'approche environnementale, l'OPAC du Rhône finalise avec ambition un plan environnement sur l'ensemble de ses activités patrimoniales. C'est une démarche éco-responsable qui s'articule sur plusieurs axes, dont la conception bioclimatique, la gestion durable des ressources en eau, l'efficacité énergétique, le recours à des matériaux biosourcés issus des circuits courts ou encore l'économie circulaire. Donc, pour permettre à l'OPAC de poursuivre cette politique et d'accroître la production d'offres nouvelles répondant aux besoins des territoires, il apparaît nécessaire de mettre en place donc une nouvelle convention, la convention pour les années 2022 à 2026, avec un apport du département
à hauteur d'1,5 million annuel. Pour chaque année de programmation, la dotation allouée par le département sera versée avant le 1er décembre. Il est précisé que ces opérations, donc intégrées à l'offre nouvelle 2022-2026, pourront faire l'objet de garanties d'emprunt par le département. Et donc le département pourra revoir annuellement, bien sûr, sa participation pour tenir compte d'éventuelles modifications majeures des équilibres financiers. Voilà, chers collègues, donc vous êtes appelés à délibérer sur ce rapport et à autoriser le président du conseil départemental ou son délégataire à signer cette convention et les différents documents associés, y compris les éventuels avenants. Voilà, s'il y a des questions, bien évidemment, j'y répondrai. Pas de questions, mais écoutez, je vais mettre au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce rapport, des abstentions? Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Alors le président m'a dit d'enchaîner, mais je pense qu'il va pouvoir rentrer avec le rapport qui concerne la lutte contre la précarité énergétique, donc avec un conventionnement pour l'année 2022 avec l'Agence nationale de l'habitat. Et vous rappelez que dans le cadre de sa politique de lutte contre la précarité énergétique, le département verse une aide forfaitaire de 500 € aux propriétaires privés modestes qui souhaitent rénover leur logement. Cette aide vient en complément des aides de l'État et vous indiquez que depuis le début de la convention, ce sont 987 aides qui ont été attribuées pour un montant de 493 500 €. Donc une convention triennale a été signée avec l'Agence nationale de l'habitat pour confier sur la période 2019-2021 l'instruction et le paiement de ces aides à la délégation de l'ANA qui, dans le Rhône, donc instruit ces dossiers, la DDT. À noter que les aides peuvent être payées jusqu'à 2 ans après la réalisation des travaux. Il y a un impact financier pour l'année 2022 à hauteur de 125 000 €. Et ce rapport donc a pour objet de tout d'abord proposer la signature d'un avenant à la Convention afin de permettre à l'ANA de payer en 2022 les aides engagées au titre de la Convention 2019-2021, de proposer la signature d'une convention pour l'année 2022 afin de permettre la continuité dans l'attribution des aides aux particuliers éligibles, mais également d'autoriser l'ANA pour l'année 2022 à donc inscrire un montant de 100 000 € de crédit de paiement pour cette année, donc au titre des engagements de la Convention 2019-2021, également un montant de 125 000 € d'autorisation d'engagement au titre de la Convention 2022 et un montant de 10 000 € de crédit de paiement pour l'année 2022 au titre donc des engagements de cette année 2022. Merci, je vais mettre le rapport au voie s'il n'y a pas de demande d'intervention, pas d'opposition, pas de vote, pas d'abstention, pas de vote contre, est adopté à l'unanimité. Et nous changeons de commission pour la commission politique et solidarité. C'est Mireille Simian sur le rapport 4.1. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je suis désolée, j'ai la voix un petit peu cassée. Donc, le présent rapport a pour objet de présenter le plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes qui doit être déployé au sein de la collectivité. Toutefois, il est important de souligner que la collectivité s'est saisie de cet enjeu sociétal en amont de l'obligation de mettre en œuvre ce plan d'action et ce lien avec la vice-présidente en charge de l'enfance de la famille et de l'égalité femmes-hommes. Aussi, nous souhaitons intégrer le plan d'action qui sera présenté au sein de cette politique déjà existante au sein de la collectivité. Donc, il y a 4 axes qui sont identifiés. Donc, il y a un axe sur la politique salariale. Donc, la collectivité a une marge de manœuvre limitée en matière de rémunération et certaines contraintes doivent être prises en considération avant de mettre en place une politique en faveur de l'égalité salariale. Ces éléments nécessitent de prendre les données de la rémunération avec beaucoup de précautions. Ensuite, nous avons un axe sur la politique de déroulement de carrière. Donc, c'est garantir l'égal accès des femmes et des hommes au corps cadre d'emploi, grade et emploi de la fonction publique. Ces textes contraignants ont pour objectif de lutter contre le plafond de verre qui décrit la stagnation des femmes dans l'évolution de carrière.
Ensuite, on a un axe sur les mesures en faveur de la conciliation vie privée, vie professionnelle. Donc, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie professionnelle demeure un frein de l'évolution de carrière de femmes. Le département doit donc présenter les congés et absences à caractère familial de manière non genrée et limiter l'impact de ces absences sur l'évolution de carrière. Donc, c'est une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Et donc, en dernier, un axe sur la politique de prévention, discrimination, harcèlement et actes sexistes. Donc, c'est prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexiste, ainsi que les agissements sexistes. Donc, le département doit mettre en place un système permettant aux agents de signaler les violences sexistes et le harcèlement moral et sexuel. Ce dispositif interne fait intervenir la référente déontologue laïcité alerte, donc qui est représentée par Madame Voisin. Et je conclurai. Excusez-moi. Donc, au vu de ces éléments, vous êtes invités, mesdames, messieurs, à bien vouloir délibérer sur ce rapport. Voilà. Merci, Madame la Vice-Présidente. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre, est adopté à l'unité. Et c'est toujours vous, Mireille, qui avez le rapport sur les violences conjugales et familiales, page 31 sur les rapports papier et 4.2 ordinateur. Donc là, on est sur les violences conjugales et familiales. Continuité du dispositif d'équipe mobile. En tant que chef de file de l'action sociale, le département du Rhône mène des actions en faveur de la prévention des violences conjugales et familiales. Ce rapport a pour objet de présenter la convention permettant la poursuite du projet d'équipe mobile de lutte contre les violences conjugales et familiales, porté par les associations Le Mât et le CIDFF Rhône Arc-Alpin. L'impact financier du rapport est de 50 000 € pour l'année de 2020. Et je crois que l'État participe de 10 000 €, je crois. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de contre et d'unité. Peut-être d'un mot, Madame Sylvian, pour revenir sur le film qui a été projeté sur l'adoption. Oui. Bien sûr en collaboration avec les services de M. Gaucher, mais surtout le service adoption. Ce film est un éveil de conscience et il a été projeté à Villefranche, mais je sais que plusieurs maires souhaiteraient le voir projeté sur leur commune ou sur leur territoire. Monsieur le maire Tarab, je sais que pour ça il faut un cinéma, mais voilà, je crois que c'est un film qui touche, qui va droit au cœur et qui peut-être explique ce que les gens ne savent pas, ce que sont les compétences du département en termes d'adoption, un grand volet social qui est le nôtre. Et moi, je milite pour que ce film puisse être vu sur d'autres territoires et on va se faire. En tout cas, bravo et bravo à vous, M. Gaucher, au travers vos services et aussi ceux qui ont fait le film. Mais je trouve qu'il paraît que c'est un film qui est très touchant. Je ne pouvais pas aller à Villefranche, mais j'irai le voir quand il sera sur d'autres territoires. Voilà. Merci, Monsieur le Président. C'est Madame Lafay, maintenant, que je cherche. Ah, qui est là. Je suis là. Vous êtes là, Dick. 4.3. Voilà, donc le présent rapport a pour objet de vous présenter l'adoption de 4 conventions avec Pôle emploi, donc à savoir le renouvellement de 2 conventions relatives aux échanges d'informations nécessaires à la gestion des bénéficiaires du RSA, et l'adoption de 2 autres conventions qui visent à enrichir le partenariat avec Pôle emploi par la mise à disposition du portail web permettant de faciliter l'accès à la formation. Ce rapport n'a pas d'incidence financière. Donc la convention liste revenus de solidarité active. Cette convention a pour objectif de nous permettre de contrôler le respect par les bénéficiaires du RSA inscrits à Pôle emploi de leur obligation de recherche active d'emploi ou de démarche en vue d'une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Ces informations revêtent une importance capitale dans la mesure où elles constituent la base pour mettre en œuvre une des actions du plan de contrôle des bénéficiaires du RSA et la convention échange de données. Puis l'adoption de 2 conventions relatives à la mise à disposition de WeForm, portail web permettant de faciliter l'accès à la formation. WeForm est un portail web propre à Pôle emploi qui permet de simplifier l'accès à la formation pour les bénéficiaires du RSA
par un libre accès au catalogue de formation. Concrètement, WeForm permet de partager les données fournies par les organismes de formation sur le parcours des stagiaires, proposant une visualisation en temps réel des offres de formation, des places disponibles, des personnes déjà positionnées, ainsi que leur suivi de formation. Jusqu'à présent, l'accès à cet outil était limité aux membres du service public de l'emploi. Pôle emploi offre désormais cette opportunité au département. WeForm présente un intérêt important pour tous les référents en charge de l'accompagnement. Voilà, compte tenu de ces éléments, chers collègues, il vous est proposé d'autoriser le président à signer le renouvellement des 2 conventions et de signer les 2 conventions relatives à WeForm. Voilà, je vous en remercie. Merci, Madame la Vice-Présidente. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport au voie. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unité. Et c'est Madame Chapeau qui va nous emmener sur les 2 derniers rapports de notre séance. Merci, Monsieur le Président. Donc, convention entre le département du Rhône et le CCAS de Grézieux-la-Varenne. Le rapport présenté à l'Assemblée départementale propose l'adoption d'une convention avec le CCAS de Grézieux-la-Varenne avec 2 objets, une meilleure connaissance mutuelle des missions et actions des équipes des 2 collectivités, une organisation et un encadrement de l'échange d'informations à caractère personnel concernant des publics connus des services sociaux du département et de cet établissement public. Ces échanges doivent être réalisés dans le strict intérêt des ménages concernés avec leur accord et dans un objectif conjointement approuvé. Cette convention est conclue à titre expérimental. Aussi est-il proposé que des évaluations régulières soient réalisées, que la durée initiale de la convention soit de 1 an et qu'un bilan soit réalisé 3 mois avant son terme afin de décider de son renouvellement ou non. Si cette formalisation de coopération s'avère concluante, elle pourra donner lieu à une modélisation proposée au CCAS des communes situées sur le territoire du département. Il est donc proposé à l'Assemblée départementale d'approuver la convention expérimentale de coopération entre le CCAS de Grézieux-la-Varenne et le département. Merci. C'est un dossier que j'ai suivi, puisque c'est moi qui l'ai initié. On a eu un litige entre une vision d'une commune et le département, mais avec d'autres acteurs qui étaient l'OPAC, sur des histoires d'impayés de loyer, et puis parfois aussi la Comcom dans son volet social. Et on s'est aperçu, je me suis aperçu que parfois les gens ne se parlaient pas, ou ne parlaient pas forcément la même langue, et que c'était peut-être mieux de se dire les choses, de voir comment on pouvait mutualiser. Et dans ce genre de dossier, plus on les prend en amont, surtout sur les impayés de loyer, plus les choses sont faciles à régler, parce que moi, la note paraît, je dirais, importante. Donc voilà, c'est de se dire qu'à partir de ce cas d'espèce, est-ce qu'on ne peut pas trouver un outil qui peut être, je dirais, proposé en termes de convention sur les territoires. Donc on va faire, je dirais, l'essai, et si cet essai apporte des solutions et concluants, on pourra peut-être le modéliser, comme vous avez dit, Madame la rapporteure, mais c'est de l'expérience d'un mauvais vécu. En fait, pas forcément pour les collectivités, mais pour la personne qui était au bout du bout du bout, qui n'était pas dans cette affaire tout à fait, je dirais, comme on va dire chez nous, très nette. Voilà, donc en plus dedans il y avait un dossier de RSA, c'était compliqué, mais voilà, tout le monde ne se parlait pas, et tout le monde faisait sa petite action de son côté, et je pense que sur des dossiers comme ça, on peut anticiper, on peut faire les choses en se disant les choses en amont, et peut-être en mettant des choses, je dirais, sur un papier. Voilà. En tout cas, merci, monsieur. Je sais que vous y avez passé beaucoup de temps. On y est monté souvent. C'est beau, la Grézieux. Voilà. Il y a un beau carillon qui sonne bien, qui est sympa. En tout cas, je voulais vous dire que ça peut se mettre en place après sur vos territoires si vous le jugez utile. Peut-être mettre d'autres partenaires comme l'OPAC ou d'autres bailleurs sociaux. Et parfois les Comcom dans leur volet social, parce qu'il y en a qui l'ont sur la petite enfance. Oui, voilà. Je mets le rapport aux voix tel qu'il a été présenté, expliqué, pas d'objection, pas d'abstention, il est adopté à l'unité. Et c'est vous, Madame Chapeau, qui continuez pour le dernier rapport, le 4-5, France Service. Alors, France Service, création de contrat de projet et adoption d'une convention de partenariat avec la Direction régionale des finances publiques
Dans le cadre du développement de l'offre de services départementale visant à garantir un service de proximité et de qualité aux Rhodaniens, le département du Rhône a obtenu la labellisation France Service pour 6 maisons du Rhône, Beaujeu, Chaponneau, Genasse, Anse, Saint-Symphorien-d'Ozon et Val-d'Oing. Le présent rapport sans incidence financière nouvelle pour la collectivité a pour objet de proposer la pérennisation des postes de chargé d'accueil médiateur du numérique via des contrats de projet, ainsi que la conclusion d'une convention de partenariat avec la Direction régionale des finances publiques, partenaire du réseau France Service. Cette convention propose notamment de formaliser le principe de permanence assuré par des agents de la DRFIP en visio et éventuellement en présentiel. Et donc, il est proposé d'approuver la création à compter du 1er février 2022 de 6 emplois non permanents de chargés d'accueil médiateurs du numérique relevant de la catégorie C. De dire que ces 6 emplois non permanents sont créés pour mener à bien une opération identifiée, à savoir le déploiement de l'activité France Service au sein de certaines maisons du Rhône. Que ces contrats seront conclus pour une durée d'1 an renouvelable par reconduction express dans la limite d'une durée totale de 6 ans et sous réserve de la reconduction des crédits de l'État correspondants, que les agents recrutés devront justifier de capacité pour assurer l'accueil du public et d'une maîtrise des outils numériques suffisante pour assurer l'accompagnement des usagers dans les démarches administratives courantes, que la rémunération sera calculée par référence à l'indice brut 354 et selon le RIF S2EP afférent au groupe C2 relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs, et d'approuver la convention de partenariat pour les 6 maisons du Rhône labellisées France Service. Peut-être d'un mot, peut-être certains peuvent s'exprimer sur les maisons de service. C'est une démarche qui a été mise en place par l'État et il faut être très réaliste, il faut se dire les choses. C'est pour pallier au retrait des services publics sur les territoires ruraux. Alors, on en a plusieurs dans le département du Rhône qui ont tout un statut différent. Il y en a comme chez vous, Madame Chapeau, où on est chez vous. Enfin, quand je dis chez vous, c'est dans la Comcom. Le Bois-de-Ouin, on le faisait avant. C'est une maison du Rhône qui a toujours été ouverte aux autres services. Elles ont tout un statut. Il est vrai qu'on voit des gens venir et sur des demandes un peu différentes que l'on avait. Et voilà. Vous avez dit une phrase sous réserve des crédits de l'État. Ça va être le grand débat et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le DOM, sous réserve des crédits de l'État. Je suis interrogatif. Vous savez que c'est un mandat, là, qu'on vit, où on va peut-être avoir 3 présidents de la République différents. Pardonnez-moi, c'est ce que je souhaite. Mais ça veut dire qu'on peut avoir des politiques différentes. Et ce qui a été mis en place à un moment peut être défait par une autre posture. Mais sous réserve des crédits de l'État, je trouve que c'est une offre, je dirais, au désengagement de l'État sur les territoires que le département contribue à compenser en mettant ses locaux à disposition et avec des agents qui répondent. On l'a bien vu dans la première crise Covid, quand on a fait les centraux téléphoniques, on a été, je dirais, ceux qui ont répondu à la place d'autres services de l'État qui étaient fermés. Et on a des hommes et des femmes qui ont besoin d'être soutenus, d'avoir des réponses à leurs interrogations, qui sont parfois fiscales, qui sont dans nos domaines de compétences, mais parfois dans des domaines de compétences qui ne sont pas forcément les nôtres. Et ces maisons de France Service, on en a longuement débattu, je crois, avant-hier, avec les syndicats, ont toutes des demandes selon les territoires différentes, complètement différentes en ce qui est demandé à Beaujeu par rapport à Chaponneau, pas la même population, pas les mêmes demandes, pas la même utilisation de la maison du Rhône, parce que des fois l'emplacement fait, ou l'histoire fait que Beaujeu, elle a toujours été là. Donc voilà, toutes sont différentes, mais sous réserve des crédits de l'État, on va continuer dans ce service au public. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Je vous en prie, Monsieur Valère. Juste une petite précision, puisque dans le canton de Genasse, on partage cette maison France Service, le département, puisque c'est dans la maison du Rhône, mais également avec la ville de Colombier qui l'accueille aussi à mi-temps. Mais je sais que dans le canton de Genasse, on ne fait pas les choses comme ailleurs. Il y avait une volonté de 2 maires d'avoir chacun leur service et on a coupé, pas la poire en deux, mais
en 3 et voilà, on a fait en sorte qu'il y ait la même chose dans l'autre commune, c'était une volonté municipale. Et puis ça rend service à l'État aussi, Ça parce rend que Colombier étant proche de l'Isère, l'Isère étant un peu éloigné, donc il y a des gens de l'Isère qui vont à Colombier. Et ça fait marcher le commerce local de Colombier. On a expliqué ça longuement aux représentants de l'État qui ont compris et qui ont validé qu'il y ait un bout de maison du service public dans une commune d'à côté. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets ce dernier rapport aux voix. Et pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. Et je voulais vous dire que nous en avons fini avec les rapports à l'ordre du jour. Nous nous retrouvons le 11 mars à Saint-Martin-en-Haut, où on aura plusieurs événements à côté de la séance publique. Pas à la salle municipale, pas à la mairie, mais dans le centre de vacances, le centre, je ne sais pas comment il l'appelle exactement, que le département a contribué à financer avec la région. Et il y aura des moments agricoles, Madame la vice-présidente, puisque vous dites d'un mot, ce qui va compléter la séance publique. On aura la remise des prix des talents du Rhône, des talents agricoles du Rhône. Donc, les talents agricoles de chaque canton. Voilà, tout le monde, ou presque, enfin voilà, on est en train de boucler la boucle. Donc voilà, on aura une séance très agricole, parce que la signature de toutes les conventions avec le monde agricole pour l'année 2022 et les 3 années qui suivent. Voilà, donc tout le monde sera le bienvenu avec vos talents. Donc commencez à leur dire de retenir cette date-là. Si on les prévient, ce sera peut-être que dans quelques jours. Donc si vous les croisez, vous leur dites bien qu'ils retiennent cette date pour venir à la séance, assister à la séance et puis à ce qui suivra, bien sûr. Vous voulez nous parler du salon de l'agriculture ? Salon de l'agriculture, dernière semaine à cheval sur février et mars. A priori, la journée du département serait le lundi 28 février. Voilà, c'est en train de se caler, mais logiquement, ça devrait être ça. Voilà, donc on vous redira un petit peu ceux qui veulent venir, bien sûr, comment ça se passe. On vous redonnera toutes les informations en temps et en heure. Voilà, et puis il y a l'inauguration de la cantinière mardi, du belvédère de la cantinière. Donc s'il y en a qui ont envie de prendre l'air mardi matin, vous nous amenez un petit rayon de soleil, 2-3 degrés, et puis ça devrait bien se passer. Ça va bien se passer, on a même prévu un casse-croûte après, chacun dans son coin, avec des produits du Rhône. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur un sujet qui n'aurait été pas abordé à l'ordre du jour ? Je vois le maire de Condrieu qui va peut-être nous parler de son pont, non ? Écoutez, Président, cher Président, chers collègues, je ne souhaitais pas spécialement parler du pont de Condrieu parce qu'il fait parler de lui-même énormément en ce moment. Du vin alors ? Même pas, je souhaitais parler d'un sujet d'actualité, à savoir que cette semaine, il y a un livre qui est paru à propos des dysfonctionnements majeurs dans les EHPAD, dans le secteur privé. Et compte tenu que le département finance une partie de la dépendance, je pense que voilà, il y a quand même un sujet de préoccupation. Lorsque l'on sait que le secteur privé est quand même extrêmement rentable, je me demande si vraiment, à un moment donné, l'argent public sert à financer quelques actionnaires. Voilà. Je vais peut-être laisser la parole à Thomas qui connaît bien mieux. C'est un sujet qui concerne indirectement le département, mais ce que je peux peut-être vous proposer, c'est que M. Goucher, sur une réunion, des élus nous fassent peut-être l'inventaire du département, fassent une fiche, la vision du départ, là où combien on donne à tel endroit, comment ça se passe. Peut-être. Alors. Bon. Alors, attendez, pas tous en même temps. On va laisser la parole à Monsieur le vice-président. Juste dire, moi d'abord, je n'ai pas lu ni livre, ni enquête, ni commentaire dessus, donc j'ai entendu ça tourner à la radio, donc je ne vais pas faire une longue discussion là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que c'est un opérateur en particulier privé qui est ciblé et avec lequel nous n'avons pas de partenariat sur le territoire. Donc, ce qui n'empêche pas d'être vigilant avec les autres opérateurs, mais on est au quotidien nos services avec l'ARS, mais en tout cas, on n'est pas concerné par cette affaire qui fait l'actualité aujourd'hui, ce qui n'empêche pas de demeurer les yeux grands ouverts sur cette thématique des partenariats publics-privés, et des financements de politiques publiques déléguées et la manière dont ça fonctionne. Vous êtes tous des élus en place depuis, pour certains depuis quelque temps. C'est un sujet qui revient malheureusement et très malheureusement
trop régulièrement et on a beau, les collectivités contribuer, participer, parfois, je me rappelle quand j'étais jeune, le conseil municipal de Belleville, ce qu'était l'Hôtel-Dieu, c'est des choses complètement inimaginables maintenant, et même s'il y a une évolution, mais il y a une grosse part du privé qui gère parfois comme ils le peuvent, comme ils le souhaitent, ou parfois pas très bien. Voilà. Il y a une communication qui a été faite ce matin par l'ADF. Je vais vous faire passer le communiqué de presse et la position des départements. Et peut-être que dans quelques jours, M. Gaucher, avec ses services, feront une petite fiche de l'état des lieux dans le département. On est, nous, extrêmement vigilants sur ce qu'on pourrait appeler une forme de maltraitance ou de vision différente ou de mauvaise organisation, parce que des fois aussi, c'est la mauvaise organisation. Voilà, donc on n'est pas sur ce sujet directement concernés, mais ça fait partie aussi de nos missions, je dirais, dans nos missions sociales, de ne pas être, je dirais, absent s'il doit y avoir une intervention ou un signalement, même qui peut être fait par vous ou par le département. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous voudriez, avant qu'on se sépare? Moi, je voudrais dire qu'aujourd'hui, c'est la dernière séance de M. Monel qui est ici, qui souhaite aller sous d'autres cieux. On vous remercie pour la contribution que vous avez apportée au département et on vous souhaite de beaux moments dans la collectivité. Je ne sais pas si c'est une collectivité, je crois, dans laquelle vous allez aller, dans l'endroit où vous serez, et nos vœux vous accompagnent, bien sûr, des vœux cette année de santé, mais je dirais de bonheur dans le nouvel emploi, dans la nouvelle... Et puis c'est... Aujourd'hui, le dernier jour, alors il a disparu parce qu'il est un peu ému, c'est d'Aldo. Alors il sera au déjeuner, je ne sais pas où il est, Aldo, c'est compliqué pour lui, donc il cesse ses activités. Et alors je lui ai proposé, sur les grands moments où on a besoin d'un huissier en copie, qu'on puisse le prendre comme on prend des vacataires sur les moments, je dirais, de réception. Parce que d'abord, il a un savoir-faire, parce que d'abord, il a l'uniforme. Alors, c'est vrai que depuis 2 ans, les grands moments de réception, il n'y en a pas. Mais voilà, c'est la possibilité pour Aldo, je ne sais pas s'il se cache, mais il m'a dit qu'il serait au déjeuner, donc c'est son dernier jour. Donc, si vous le voyez, je pense qu'il sera au déjeuner, on lui fera une petite hola ou un petit moment de remerciement. Merci, la réunion est finie, notre conseil est fini. Je lève la séance et pour ceux qui le souhaiteraient, on se retrouve au déjeuner. La seule chose qui vous sera demandée, c'est un pass vaccinal. Il faut changer les mots. Ça n'empêchera pas certains d'avoir la même maladie avec le pass vaccinal ou sanitaire. Vous êtes tous les bienvenus et prenez soin de vous.